accueillir 5 intervenants. Et nous allons commencer par Xavier de Lamballerie, qui va nous dire pourquoi ce n'est pas la première fois que nous vivons une pandémie. Accrochez-vous, vous allez apprendre des choses tout à fait nouvelles. Alors, il est difficile, au cœur d'une épidémie, de trouver le recul pour distinguer le nouveau du déjà vu. J'ai donc fait le choix radical de ne pas vous parler de la crise sanitaire actuelle du tout, mais plutôt de vous raconter une histoire qui, je l'espère, vous en dira quelque chose indirectement. Cette histoire commence à la fin des années 1980 aux États-Unis, quand des scientifiques et des médecins bâtissent le concept de maladie infectieuse émergente et réémergente et découvrent la responsabilité écrasante des activités humaines dans ces émergences, la démographie, l'urbanisation, le changement d'usage des sols, la déforestation, l'explosion des voyages et des échanges commerciaux. Plus tard, on parlera aussi du réchauffement climatique, des guerres, de la faiblesse des systèmes de surveillance et des systèmes de soins. Les Américains s'intéressent rapidement à ces nouveaux agents émergents et leur intérêt sera décuplé lorsqu'en 1999, un peu effarés, ils assisteront sur leur propre sol à l'émergence du virus West Nile, un virus transmis par les moustiques, qui va traverser les États-Unis d'est en ouest et va tuer presque 25 000 personnes. En France, la notion le concept de pathologie émergente est reçu avec méfiance et il est mal distingué de la médecine tropicale. Le réveil va être douloureux. En 2004, circule dans l'est de l'Afrique, au Kenya, un virus qui s'appelle le virus chikungunya. Il est transmis par des moustiques, il donne une forte fièvre avec des douleurs articulaires épouvantables, mais une mortalité qui est faible. En 2005, il va rentrer dans l'océan Indien, dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien, et en particulier sur l'île française de la Réunion. Et cette île semble protégée contre les maladies tropicales comme le paludisme ou la dengue par son niveau de développement. Alors quand les premiers cas arrivent, il y en aura quelques milliers en 2005, on s'inquiète, on s'alarme de voir une maladie tropicale circuler, puis avec l'hiver austral, l'épidémie recule. En 2006, elle va revenir, elle va passer sur l'île comme un ouragan. Imaginez plutôt, dans une île de moins de 800 000 habitants, en moins de 5 mois, à peu près 350 000 personnes vont être infectées. C'est un véritable cataclysme. Et ce que je vais vous en raconter en quelques mots vous rappellera peut-être des événements plus récents. Le gouvernement met en place un groupe d'experts scientifiques pour guider son action et le conseiller. Et celui-ci relève un certain nombre de faiblesses dans la préparation à l'épidémie, en particulier dans la lutte contre les moustiques Aedes. Les besoins de tests diagnostiques sont énormes. Et il est difficile d'être testé. On voit des files d'attente. Les résultats arrivent tardivement, souvent après la guérison des patients. Le corps médical est héroïque, mais les médecins généralistes, puis les urgences hospitalières sont dépassés, submergés. Les services de soins hospitaliers, puis les réanimations sont en grande tension. Alors le préfet demande des renforts, il en appelle également à l'armée. On s'aperçoit que les personnes âgées font volontiers des formes qui sont plus graves que les personnes jeunes. On n'a pas de traitement, on en cherche, on propose une molécule, elle s'appelle la chloroquine, on la teste, sans succès. L'autorité publique fait l'expérience d'un paradoxe singulier qui est la demande de protection de la population et simultanément la très faible adhésion de cette population aux mesures de protection individuelles qui lui permettraient de ne pas attraper la maladie. On parlerait aujourd'hui de gestes barrières. Sur l'île, il y a des radios qui sont des forums bouillonnants qui reflètent l'angoisse de la population, sa colère, sa méfiance des autorités également, et puis au cours du temps des théories plus ou moins fantaisistes, voire complotistes. La presse est volontiers polémique, elle relaie les avis et les prédictions d'experts, souvent péremptoires,
Et puis finalement, l'économie de l'île, qui repose beaucoup sur le tourisme, s'effondre. Et on voit le ministre de la Santé, puis le Premier ministre, s'investir personnellement et se rendre sur l'île de la Réunion, essayer de rassurer la population et soutenir le système de santé et l'économie avec des subventions sonnantes et trébuchantes. Au bout du compte, ces quelques mots vous disent probablement mieux qu'un long discours ce que sont les caractéristiques récurrentes des émergences épidémiques. Et ils dessinent aussi peut-être des priorités pour nous préparer aux émergences futures. Je terminerai en disant que quelques années plus tard, le chikungunya reviendra dans d'autres départements français, guère mieux préparés. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française. Il envahira toute la Caraïbe, l'Amérique latine. Il fera des dizaines de millions de cas. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Xavier de Lamballerie, pour cet éclairage tout à fait, on va dire, original et peut-être un peu inattendu pour nos téléspectateurs, si on peut dire ça. J'espère que vous qui êtes chez vous, ça vous plaît bien, cette conférence menée tambour battant. Je crois que nous n'avons pas pris de retard. Et j'enchaîne en accueillant Monsieur Jean-François Delfraissy, qui est président du Conseil scientifique du Covid-19. Il nous a aussi beaucoup encouragés à organiser cette édition. Il était déjà venu à Esrois Odéon en nous alertant d'ailleurs. On avait eu un peu de déni, Jean-François, il y a quelques années, lorsque vous étiez venu au théâtre de l'Odéon. Alors aujourd'hui, votre présentation est évidemment très attendue, puisqu'on a envie que vous nous parliez des rapports entre la science et la politique. Alors, science politique et société, c'est un vieux problème ou une vieille histoire. Dès la démocratie grecque, la relation entre le sachant et le politique était déjà au rendez-vous. Et l'histoire de France montre qu'il y a eu une série d'autres rendez-vous qui se sont passés, avec des hauts et des bas d'ailleurs sur ces rendez-vous. Sur Covid-19, dans la plupart des grands pays, des comités scientifiques ont été mis en place. Ça a été le cas en France, à la suite d'une réunion de scientifiques que j'avais organisée à l'Élysée le 5 mars. Et le 12 mars a été créé, le 11 mars, 12 mars a été créé le comité scientifique. Il est multidisciplinaire. Beaucoup d'ailleurs des membres sont ici ce soir et je les en remercie d'être à la fois ce soir, mais surtout d'avoir fait un boulot fantastique en termes d'intensité. On verra s'il était si fantastique que ça en termes de résultats. Alors, sur le fond, comment construit-on un comité scientifique? On le construit, ce n'est pas l'objet d'un homme, même s'il y a un président. C'est vraiment une construction commune. C'est une intelligence collective dont on a l'habitude en médecine. Ce n'est pas nouveau, hein. Les grandes décisions médicales se prennent avec ce qu'on appelle des RCP. Chaque décision difficile, elle est prise en commun. Donc, ce n'est pas un homme providentiel. C'est un comité qui fait de l'intelligence collective. C'est multidisciplinaire. Il y a toutes les disciplines que vous avez entendues ce soir, plus les sciences humaines et sociales, plus un représentant de la société civile. Alors, 4 points d'interrogation dans la relation entre un comité scientifique et le politique. Le premier, c'est comment on garde l'indépendance. On est nommé par le politique, même si j'ai contribué à choisir les membres du comité scientifique. Et ensuite, comment on reste indépendant? On reste indépendant parce qu'on est scientifique et médecin. On n'est pas dans un modèle de hiérarchie de hauts fonctionnaires. Nous ne sommes pas des énarques. Le deuxième élément, c'est qu'on peut s'auto-saisir. On ne répond pas seulement à des saisines du politique, mais on peut s'auto-saisir. Le troisième, c'est que les avis sont publics. Et j'avais souhaité, dès le départ, vis-à-vis de nos concitoyens, sur que nos avis et nos opinions soient publics. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ce qui n'a pas été le cas au départ du comité anglais. Et enfin, le dernier point, c'est que cet exercice d'intelligence collective fait que quand l'un a tendance à lâcher, il est repris immédiatement par le groupe et il y a une dynamique de groupe qui est très forte. Le deuxième point de relation avec le politique, c'est la temporalité.
La temporalité, elle est de 1 heure ou 2 heures pour les médias, et en particulier les chaînes télé en continu. Elle est de quelques jours pour le politique. Et la science, elle se construit, même si elle va vite. On rappelle qu'il a fallu 15 ans pour les trithérapies dans le sida, 9 ans pour trouver un traitement de l'hépatite C, 18 mois pour trouver un vaccin contre Ebola. Et là, on souhaitait des réponses en quelques semaines. La réponse est non, ce n'est pas possible. Hein, il faut le temps de se construire, comme ça a été souligné par Yazdan Pana, un essai thérapeutique, une réflexion sur ce qui se passe au niveau de la société civile avec les sciences humaines et sociales prend du temps pour se faire. Le troisième élément de relation avec le politique, c'est la notion d'incertitude. L'incertitude, c'est la construction même de la science. Un scientifique doit douter. La thèse de science est un élément fondamental où des résultats du lundi ne sont pas retrouvés le mercredi et font poser des questions sur la suite. Nos dirigeants français, pour la quasi-totalité d'entre eux, n'ont pas fait de thèse de science. Ils sont passés par l'ENA, ils sont passés par de grandes écoles, et ce sont des gens très brillants, bien sûr. C'est une différence par rapport aux dirigeants allemands, par exemple, où la thèse de science en Allemagne, qu'elle soit en basic science ou en sciences humaines et sociales, fait partie intégrante du cursus des futurs politiques. Alors, le politique attend de l'expert, finalement, s'il a constitué un comité d'experts, c'est qu'il puisse lui dire si c'est blanc ou si c'est noir. Et l'expert lui-même est dans un doute, et vous avez bien compris que sur Covid, la science s'est faite en marchant, elle s'est construite progressivement, et donc la certitude n'était pas au rendez-vous. Et donc là, il y a un enjeu qui peut se passer. Le quatrième point de relation avec le politique, c'est qu'on peut tomber, et il faut faire attention de ne pas tomber dans ce que j'appelle le syndrome de Stockholm. Vous savez, c'est ce syndrome où finalement les otages finalement finissent par être d'accord avec les personnes qui les ont pris en otage. Et là, on peut être séduit d'être au plus haut niveau de l'État, d'être en relation avec le plus haut niveau de l'État politique. Et attention, il faut vraiment garder son indépendance. Il faut vraiment ne pas tomber dans le piège de rentrer comme étant un garant du politique. Ce n'est pas si facile que ça. Deuxième point très rapide, les limites de l'exercice. Les limites de l'exercice, elles sont le fait que nous ne sommes pas du tout opérationnels. On a lu un peu partout qu'il y avait un troisième pouvoir médical qui était en train de s'installer en France. C'est archi faux, archi faux. La décision, elle est politique, elle a toujours été politique. Nous ne sommes pas opérationnels. Donc, il y a un certain nombre de recommandations qu'on peut faire, qui vont être prises, d'autres non prises. Et nous ne sommes pas responsables des opérations. Quelques exemples. Le comité scientifique avait évoqué, plus qu'évoqué, avait écrit dès le mois de juillet qu'il y aurait une deuxième vague, que cette deuxième vague surviendrait à l'automne et qu'elle toucherait essentiellement les 20 grandes métropoles françaises. Nous l'avions écrit. Début septembre, nous avons évoqué le fait que cette deuxième vague était en train d'arriver. On l'a redit, et il a fallu, vous voyez, un certain délai, mais que je peux comprendre, parce que l'enjeu n'est pas que sanitaire, il est évidemment sanitaire, sociétal et politique, mais un certain délai entre l'avis d'un conseil scientifique et la décision opérationnelle qui peut être prise par le politique. Un deuxième exemple qui me tient beaucoup à cœur. Depuis fin mars, nous demandons la création d'un comité citoyen pour que, finalement, dans cet exercice de triangle de la démocratie sanitaire, entre, d'une part, le sachant, d'autre part, le citoyen, et enfin le politique qui prend les décisions, eh bien, ça puisse s'exercer aussi dans le cadre de Covid 2019. Et finalement, pour de multiples raisons, ce comité citoyen centralisé, peut-être un peu usine à gaz, n'a pas été mis en place. Et c'est seulement maintenant qu'à l'occasion des 20 grandes métropoles, l'opinion citoyenne va être prise en charge au niveau des différents comités qui sont en train de se monter, comités citoyens au niveau des métropoles. Juste pour terminer, pour dire qu'on a deux points qui sont fondamentaux pour la poursuite, parce que nous sommes maintenant rentrés en effet dans quelque chose qui est plus à long terme, c'est comment rétablir la confiance. Et c'est l'enjeu le plus important. Et rétablir la confiance, ça s'appuie sur une clarté d'information, et merci de le faire ce soir,
Deuxièmement, ça s'appuie sur une transparence des données qu'il peut y avoir. Et puis, ça s'appuie sur un dialogue entre scientifiques et, bien sûr, la société civile. Merci beaucoup, Jean-François, pour ce brillant exposé. Alors, on a parlé de sciences humaines et sociales, Jean-François nous l'a dit tout à l'heure, et moi, je me suis trompée dans le programme, puisque j'aurais dû lancer un sociologue tout à l'heure, l'intervention d'un sociologue. Alors, je vais le faire maintenant, mais vous allez voir, la transition est tout à fait naturelle, puisque Jean-François nous a parlé de sciences et de société. Eh bien, j'ai le plaisir d'annoncer Gérald Bronner, qui est sociologue, et qui va donner son point de vue pour que nous puissions faire la distinction entre la science et l'opinion. Même ceux qui ont un goût pour la science, mais qui ne sont pas des scientifiques eux-mêmes, connaissent la science lorsque le processus de constitution de la connaissance est achevé, en quelque sorte. Nous savons que ceci paraît vrai, que les modèles intellectuels qui prétendent décrire le réel sont assis sur une littérature mondiale, pluridisciplinaire, et qu'il y a un consensus, par exemple, qui se dégage sur une question. Or là, nous avons observé peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une connaissance scientifique en train de se produire. D'ailleurs, elle n'est pas du tout achevée sur la Covid-19. Il y a encore beaucoup de zones d'incertitude. Et ce que ça a révélé, parce qu'on peut parler d'une forme de crise de l'expertise dans cette période, ce que ça a révélé, c'est une conception stéréotypée de la production de la science. C'est-à-dire que, au lieu que cela puisse nous servir, parce que ça aurait pu nous servir finalement de grandes leçons d'épistémologie, de voir comment une science se constitue avec ses tâtonnements, ses impasses, ses retours en arrière, ses autocontradictions au bout d'un moment, et puis à un moment, eh bien, une connaissance beaucoup plus solide qui émerge progressivement. Eh bien, ça aurait été une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, en tout cas dans l'esprit de certains de nos concitoyens, c'est que la vérité était plurielle. Parce qu'il y avait des experts qui ne disaient pas la même chose, et ça a paru évidemment autoriser ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire on va à la cueillette de cerises pour chercher finalement les experts qui nous conviennent. Et ces experts qui nous conviennent, on le comprend bien, c'est dans certains cas ceux qui nous rassurent, n'est-ce pas? Ceux qui peuvent nous dire dans le fond, le port du masque n'est pas vraiment nécessaire, c'est un peu, voilà, ou l'hydroxychloroquine pourrait nous sauver, etc. Il y a eu toutes sortes de débats. Et ce qu'on a vu apparaître très clairement, parce que j'ai travaillé là avec certains collègues sur ce point, Laurent Cordonnier et Florent Capfiro, c'est que par exemple la controverse autour de l'hydroxychloroquine, là je n'ai pas besoin de prendre parti sur cette question, mais elle a très vite adopté la cartographie, n'est-ce pas, de conflits idéologiques habituels. Ce qui est sûr, là il y a de sérieuses données, c'est que la peur en général est un signal d'alerte pour notre cerveau qui nous permet de distinguer l'information entre toutes les informations beaucoup plus rapidement. Par exemple, des collègues ont montré à des sujets d'une expérimentation des visages. Certains étaient joyeux, d'autres tristes, etc., avec plein d'émotions différentes. Et les visages qui étaient reconnus avant tous les autres, c'était les visages en colère. Parce que précisément, un visage en colère représente un danger potentiel. Vous pouvez faire l'expérience aussi, ils l'ont fait avec des animaux de toutes sortes. Ce que nous voyons en premier, ce sont les araignées et les serpents. Donc il y a quelque chose dans notre cerveau qui s'allume, pour des raisons peut-être évolutionnaires, là c'est spéculatif, mais probablement, qui s'allume et qui retient notre attention. Or, précisément, sur le marché cognitif, le marché dérégulé de l'information, l'information pour survivre doit retenir notre attention. Raison pour laquelle, encore une fois, cette dérégulation, elle favorise souvent ce qu'on appelle les produits de la peur. Ça ne veut pas dire qu'ils l'emportent définitivement, mais du moins ils gagnent la première bataille, qui est la bataille de l'attention. Évidemment, ensuite, la tentation est forte pour tous ceux qui font profession de diffuser de l'information et qui vivent de cette captation du temps de l'attention, eh bien, de produire de plus en plus d'alertes, de propositions de la peur. Ça ne veut pas dire qu'elles sont tous fausses ou inutiles, loin s'en faut. Mais ça crée un embouteillage des craintes. Parce que, comme vous le savez, il faut beaucoup plus de temps à la science pour défaire une alerte qu'aux médias pour en émettre une. Je pense sincèrement que la responsabilité en revient principalement aux médias. Je veux dire, il y a quand même une liberté d'expression. Je ne voudrais pas que, par exemple, que les scientifiques qui sont hétérodoxes sur une question ne puissent pas s'exprimer. Ce n'est pas la question, ils ont le droit de s'exprimer, puis la science a besoin d'hétérodoxes, parce que quelquefois, en effet, on peut se tromper, même quand on est nombreux. C'est très important pour la dynamique scientifique qu'il y ait de l'hétérodoxie. Simplement,
les médias, normalement, doivent faire un travail d'éditorialisation, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre sur le devant de la scène médiatique des gens qui vont plus probablement produire un discours argumenté, et on va dire vrai si le mot ne fait pas trop peur, en tout cas probablement vrai, puisqu'on parle comme ça dans un état scientifique, c'est probablement vrai. Or, on le voit bien, certains personnages sont mis en avant, non pas tant forcément parce qu'on soupçonne qu'ils sont probablement dans la raison, mais simplement parce qu'ils sont spectaculaires dans leurs énoncés. Il y a une recherche à la captation du temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre. Et donc, en fait, la conflictualité, la peur, toutes sortes d'éléments comme ça sont de nature à apporter une plus-value en termes d'attention à ces médias. Il faut bien reconnaître aussi, pour ne pas trop leur jeter la pierre, que les journalistes ne sont pas souvent formés aux questions scientifiques qui sont souvent contre-intuitives. Et ils croient bien faire en donnant la parole à l'un et à l'autre qui dit le contraire. Ils ont quelquefois le sentiment que la démocratie, c'est ça, c'est donner la parole à deux points de vue contradictoires. C'est tout à fait vrai que ça peut être ça, mais dans le cas où, par exemple, il y a 95% des scientifiques qui pensent cela, il n'est pas forcément juste de donner 50% du temps aux 5% qui restent, n'est-ce pas? C'est comme si pour le réchauffement climatique, par exemple, on mettait un climato-sceptique versus quelqu'un qui travaille sur le climat. Il est très important pour moi que la décision politique, surtout quand on parle de questions sanitaires, par exemple, ou de questions scientifiques en général, s'adosse à l'expertise scientifique. C'est très important. Je n'ai rien à dire sur la constitution d'un conseil scientifique durant cette pandémie, si ce n'est de m'interroger sur la façon dont ont été choisis les membres de ce comité. Ça, je n'en sais absolument rien. Par contre, j'en approuve le principe général. Mais en revanche, il ne faut pas que le pouvoir politique cherche à faire dire à la science ce qu'elle ne dit pas. Elle ne peut pas servir, elle ne doit pas se servir, et la science ne doit pas accepter de servir de paratonnerre à la décision politique. Dans l'espace public, c'est à la politique d'assumer la part d'incertitude de la décision. Certaines décisions sont des sinistres paris, surtout quand on est en état de pandémie. Il n'est pas facile de choisir la bonne décision, celle qui va épargner le plus de vies. Mais en tout cas, elle doit le faire informer de l'expertise scientifique, même lorsque cette expertise est en pleine incertitude, comme dans le cas présent. Mais elle ne doit pas faire croire que c'est la décision politique scientifique qui est reportée mécaniquement dans l'espace politique. Merci beaucoup, Gérald Bronner. Je crois que ça faisait tout à fait complément avec l'intervention de Jean-François Delfraissy et l'importance de faire non seulement à côté des patients, mais avec les malades. Eh bien, maintenant, nous allons accueillir deux invités successifs qui sont Laura Spinet et Roger Paul-Droit. Alors, Laura, tu es écrivain, journaliste. Tu as écrit un best-seller sur la grippe espagnole. Et tu vas nous dire si les pandémies, c'est toujours la même histoire, oui ou non. Quel a été l'âge le plus heureux de l'humanité? Selon l'historien anglais Edward Gibbon, c'était le 2e siècle de notre ère. L'Empire romain était alors au sommet de ses pouvoirs et de son étendue, l'Empire chinois aussi d'ailleurs. Les deux faisaient la guerre un peu partout. Les riches aux deux pôles de la civilisation étaient très riches et les marchands de luxe qui fréquentaient les rues de la soie faisaient un commerce inouï. Mais tout le monde n'était pas heureux. C'était quand même un âge assez brutal parce que même si les riches étaient très riches, les pauvres étaient très pauvres. Et malheureusement, à leur insu, les marchands et les militaires transmettaient avec la soie et la guerre des microbes. Et contre les maladies portées par ces microbes, les pauvres rassemblés dans les villes romaines et chinoises étaient très vulnérables. Dans l'année 165 est arrivée à Rome la peste antonine et 10 ans plus tard, la même maladie faisait des ravages en Chine. La pandémie signalait le début de la fin des deux empires. À travers l'histoire, nous disent les historiens, il y a une association statistique entre les pandémies, les crises sociales et les moments où le monde est très connecté. On la voit, cette association, au IIe siècle, mais aussi au VIe siècle avec la peste justinienne, au Moyen-Âge avec la peste noire, et encore en 1918 quand sévit la grippe dite espagnole dans le monde. Ce sont les moments où, dans nos sociétés humaines, se manifeste une inégalité extrême et des tensions sociales très marquées. Des tensions d'ailleurs qui sont souvent aggravées par la pandémie elle-même, puisque ce sont les pauvres en général qui sont les plus touchés par la maladie.
c'est peut-être pas un hasard si des pandémies que j'ai citées, chacune des pandémies que j'ai citées a coïncidé avec une guerre. Et qu'à chaque fois, la pandémie était plus terrible, a tué plus de monde. La peste noire, par exemple, a tué 50 millions de personnes en Europe seule, plus que la moitié de la population européenne, tandis que la guerre de 100 ans a tué peut-être 3 millions. Dans un siècle beaucoup plus récent, la grippe dite espagnole a tué 50 millions de personnes globalement, tandis que la guerre de 14-18 a tué seulement 18 millions de personnes. Les guerres et les pandémies peuvent tous les deux être considérés comme des produits d'une inégalité extrême, mais avec une différence, c'est que personne ne déclare une pandémie à l'avance et elle peut quand même s'avérer beaucoup plus terrible. Aujourd'hui, les sociétés qui sont frappées par la COVID-19 sont plus inégales qu'elles ne l'ont été depuis un demi-siècle. Ce sont encore une fois des continents les moins développés qui vont souffrir le plus, et dans nos sociétés occidentales soi-disant avancées, ça sera les plus démunis qui vont mourir en plus grand nombre. Voilà la leçon que nous apprend l'histoire. C'est que les sociétés inégales sont les sociétés malsaines au sens plus littéral du terme, et que si les riches ne pensent pas aux pauvres quand il existe un très grand écart entre eux, ils vont finir par payer le prix. Un âge heureux peut vite bousculer dans un âge de misère. Merci beaucoup, Laura Spinet. Nous l'avons compris, le Covid-19, une maladie du monde moderne qui va peut-être créer et creuser les inégalités entre les riches et les pauvres. Eh bien, nous allons enchaîner et terminer cette dernière session avec un écrivain, un philosophe qui va nous proposer une expérience philosophique. J'ai l'honneur d'accueillir en vidéo enregistrée Roger Paul Droit. La pandémie que nous traversons est une crise sanitaire, évidemment, une crise économique, une crise sociale, on le sait, mais c'est aussi une crise morale et politique. Nous l'avons compris dès le début, nous le comprenons à mesure différemment. Je voudrais ajouter qu'il s'agit aussi d'une expérience philosophique majeure. Et quand je parle d'expérience philosophique majeure, ce n'est évidemment pas pour tirer la couverture du côté de ma discipline. C'est parce que cette pandémie nous confronte quotidiennement à des questions abyssales qui nous pèsent et que nous devons tenter de résoudre comme nous le pouvons, heure par heure et jour par jour. Et c'est cela qui constitue une expérience philosophique. Je n'appelle pas philosophie simplement des dissertations, des études savantes, des disciplines universitaires. Bien sûr, la philosophie est devenue cela. Mais je crois qu'au départ, elle surgit comme une exigence du bouleversement de la vie quotidienne. C'est parce que notre quotidien a été fracturé, brisé, transformé en profondeur, que nous nous confrontons à la nécessité d'une exigence philosophique pour nous tous. Et cette pandémie nous a en quelque sorte profondément détraqués dans la vie quotidienne. Nous avons tous, et nous le savons, été bouleversés par le confinement, le déconfinement, les menaces de reconfinement et par cette série de craintes nouvelles, de gestes nouveaux, d'appréhensions nouvelles qui nous tombent dessus et parfois nous submergent. Et il y a là déjà dans ce bouleversement une immense singularité, car jamais dans l'histoire de l'humanité, 4 milliards d'individus ne se sont trouvés enfermés plusieurs semaines en même temps. Jamais non plus dans l'histoire de l'économie contemporaine, on a vu s'arrêter pratiquement tout juste pour sauver des vies, qui plus est, des vies généralement âgées. Jamais, non plus dans l'histoire de France, même au temps de la grippe espagnole, c'est plus anecdotique mais significatif, on a vu la nécessité de fermer tous les restaurants. Alors,
ces faits qui sont uniques, quel rapport ont-ils avec la philosophie? D'abord, et je crois qu'il n'est pas besoin de longues explications pour voir que ces rapports sont profonds et multiples. Et d'abord, le premier, c'est que nous sommes confrontés par cette crise multiforme à une question philosophique fondamentale qui est celle des limites. Limites de nos connaissances, limites de nos capacités de prévision, limites de nos possibilités d'action, limites de nos résistances organiques, limites aussi de nos différences génétiques. Or, généralement, toutes ces limites, nous avions tout fait pour tenter de les effacer, de les esquiver, de les oublier. Elles nous retombent dessus avec la nécessité grave, mais importante et peut-être stimulante, de les réélaborer à mesure. Et puis, d'autre part, nous avons toujours l'incertitude qui monte. L'incertitude que nous avions écartée et qui nous revient de tous les côtés dans les gestes du quotidien comme dans les décisions collectives. Et dans cette incertitude, il nous faut décider. Et il nous faut décider chacun et collectivement, heure par heure et geste par geste. Voilà qui nous confronte à tout à fait autre chose encore, qui est non moins philosophique, qui est notre responsabilité. Nous saisissons que ce sont de nos gestes et de nos décisions personnelles que dépendent, au moins pour une large part, à la fois notre propre survie et celle des autres. Et ce que nous éprouvons et vivons et devons réfléchir, c'est finalement quelque chose qui, là aussi, est tout à fait philosophique, c'est la connexion intime entre notre vie singulière et celle de tous les autres. Alors, généralement, on croit se débarrasser de ces questions, soit en les oubliant, soit en les recouvrant de partis pris idéologiques, soit en décidant de les résoudre par 3 affirmations péremptoires, ou bien de prescrire autoritairement l'arrivée d'un monde d'après, dont, en regardant bien, il ressemble furieusement au fantasme d'avant. Pour ma part, je suis plutôt convaincu que le premier effort, et c'est un effort, j'insiste, philosophique, qui est exigé aujourd'hui de chacun d'entre nous, c'est de refuser tous les simplismes. Il faut au contraire le courage, la patience, de comprendre qu'il se passe quelque chose d'inédit. Mais quoi? Il faut prendre le temps d'arriver à le discerner de façon avec humilité, avec lucidité, plutôt que de plaquer dessus des solutions toutes faites, toutes prêtes, nos désirs ou nos préjugés. Il s'agit finalement d'apprendre à endurer l'incertain et même la peur, mais sans en être paralysé. N'être ni bêtement confiant, ni bêtement méfiant, et tenter de vivre le monde avec, pour le traverser pas à pas. Somme toute, il s'agit de continuer à avoir confiance, mais sans illusion. Alors bien sûr, on demandera confiance en quoi? Eh bien, je dirais confiance en la science et la recherche, confiance en la technique, confiance dans la raison, confiance même dans l'humanité. Autrement dit, confiance dans toutes ces vieilleries qui sont aujourd'hui si terriblement décriées. Mais cette confiance, elle doit être sans illusion, donc sans aveuglement. Et finalement, si nous parvenions à cela, c'est-à-dire si nous réussissions à être lucides sans être aveugles, confiants sans être illusionnés, eh bien je crois que nous aurions réussi vraiment une expérience philosophique majeure. Merci beaucoup, Roger Paul Droit, pour ce moment, cette expérience philosophique. On n'a pas envie que ça s'arrête, on a envie que la philosophie, ce soit notre quotidien. Et Dieu sait si on a du mal à prendre du recul et à penser chaque jour. Eh bien, je propose de continuer avec Jean-Michel Beignet, qui est philosophe, qui est membre fondateur de l'association S. Roi Déon. Et Jean-Michel, si tu veux bien nous résumer
c'est toujours un peu difficile de résumer des propos comme ceux qu'on vient d'entendre sur la société, mais est-ce que tu peux nous dire ce que l'on peut retenir? Je crois que la crise que nous traversons n'a pas fini de nous instruire. Bien sûr, elle nous impose de changer certains de nos comportements, mais aussi et peut-être surtout de modifier nos manières de penser. L'impact de la crise sur nos manières de penser se situe à plusieurs niveaux. D'abord peut-être au niveau épistémologique, notre rapport au savoir. On a vu que les scientifiques, à l'occasion de cette crise, ont éprouvé le besoin de faire état de leurs connaissances et d'expliquer les méthodes, les procédures qui caractérisent le métier de chercheur. Bref, nous avons bénéficié là, nous, publics, d'une acculturation qui va faire date. Ensuite, la crise, elle s'est traduite au niveau politique. Au niveau politique, nous avons été interrogés sur les sources de la décision politique, décision toujours en situation d'incertitude. On ne décide jamais qu'en situation d'incertitude. Et puis, au niveau politique, nous avons dû nous dire que les relations entre les scientifiques et les politiques et avec les citoyens, eh bien, ces relations étaient loin d'être évidentes. Elles avaient besoin d'être travaillées, d'être exposées. En troisième lieu, je dirais que les manières de penser différentes qui nous sont imposées par la crise se signalent au niveau éthique. Au niveau éthique parce que nous avons été contraints de prendre la mesure de la complexité des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Je pense par exemple aux conflits de valeurs, aux chocs d'objectifs qui se sont traduits par une alternative. Faut-il tout donner aux impératifs de survie biologique, quitte à abdiquer un certain nombre d'exigences concernant les libertés fondamentales ou les impératifs économiques. Je dirais qu'au niveau éthique, les choses sont devenues très très complexes parce que l'éthique, c'est d'abord et avant tout la tentative pour préserver le lien social. Et comment préserve-t-on le lien social dans une situation où nous sommes portés à la défiance les uns à l'égard des autres? Enfin, en dernier lieu, je crois que la crise nous a imposé de revoir un certain nombre d'objectifs philosophiques. Nous sommes contraints de repenser notre rapport à la nature. Nous sommes contraints de repenser les liens intergénérationnels. Nous sommes contraints à penser aussi l'expérience de la mort nue, à laquelle nous avons été confrontés. Donc je dirais que cette crise dessine ce que les sociologues appellent parfois un fait social total. C'est un fait social total qui mobilise la planète tout entière et qui nous oblige à penser l'exigence de solidarité de destin qui noue les individus de la planète. Et en ce sens, S3 Odéon a mobilisé du savoir, de l'information, de la réflexion pour tâcher d'être à la mesure de cette solidarité de destin. Merci beaucoup, Jean-Michel. Eh bien, nous allons maintenant clôturer cette conférence. J'espère que vous êtes encore très nombreux. On me dit que vous avez été plus de 1000 sur chacune des séquences, donc merci de nous avoir suivis. Nous n'allons pas terminer tout de suite parce que nous allons passer la parole à un membre de l'Académie des sciences, mais aussi un des membres fondateurs de l'association S3 Odéon. Merci Yves Agide de nous résumer, c'est peut-être le plus difficile, l'ensemble de cette conférence. Je ne vais pas résumer. Non, je voudrais dire qu'avec cette pandémie, nous autres scientifiques, nous devrions être ravis puisqu'on a la possibilité de voir nos travaux qui sont diffusés par les médias. Mais en même temps, nous sommes des citoyens.
comme tous les citoyens, et nous sommes bombardés d'informations les plus diverses, les plus contradictoires, et finalement, on ne sait plus qui croire, quoi. La parole scientifique est devenue inaudible, elle est diluée, complètement noyée. Alors évidemment, on accuse les médias, nous l'avons entendu tout à l'heure, mais moi je pense qu'il faut que nous sachions nous remettre en question nous-mêmes. Nous n'avons pas su faire savoir ce que la science pouvait apporter dans cette pandémie. C'est quelque chose qui est inacceptable. La science doit apporter des observations rigoureuses, elle doit apporter des faits scientifiques validés, et nous n'avons pas bien su le faire. Alors, c'est facile à dire. C'est facile à dire au moment où arrive un virus inconnu, extrêmement contagieux, brutal et dangereux, et évidemment qui nous mène à une certaine incertitude. Et l'incertitude, il faut le dire, elle est inhérente à la science, n'est-ce pas? Si ça va de soi, la science, comme on l'a dit aujourd'hui, elle se construit toujours lentement. Alors cette fois-ci, bien entendu, dans une période de crise comme celle-ci, cette construction s'effectue à toute allure, mais toujours dans l'incertitude. D'où l'importance de cette conférence qui permet de dire ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est une condition absolument nécessaire pour qu'on puisse venir à bout de cette pandémie. J'ajouterais que si cette conférence pouvait avoir un enjeu plus large, eh bien, je souhaiterais personnellement qu'on remette la science comme une culture et qu'en revanche, la culture elle-même fasse plus attention à l'esprit scientifique et à l'ensemble de nos données scientifiques. Revenir à une interaction meilleure entre la science et la culture. Merci beaucoup. Eh bien, c'est maintenant le moment de conclure. Je remercie toutes celles et ceux qui nous ont suivis depuis leur bureau, depuis leur domicile, depuis les réseaux sociaux. Je vous invite bien sûr à soutenir l'association S3 Odéon, puisque c'est une association bénévole. Je vous invite à faire des dons pour qu'on puisse organiser une prochaine édition. Et n'oubliez pas de retrouver les 8 témoignages qui n'ont pas été présentés dans ce direct parce que ça aurait fait un peu trop long, mais ils sont tout aussi inspirants que les interventions auxquelles nous avons assisté ce soir. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez re-regarder en replay autant que vous le voulez cette conférence. Merci, au revoir.